J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas la télévision. J'ai dû attendre d'avoir 10 ou 12 ans pour avoir la télé en noir et blanc avec un poste, la RTBF. Donc la télévision, c'était un truc pendant les vacances chez mes grands-parents. Et donc j'en ai gardé le fait que je ne suis absolument pas intoxiqué par la télévision. Ce média-là, en tout cas, vraiment pas. Donc quand je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai accès à la télé, puisque je ne l'ai toujours pas chez moi. Et bien la plupart du temps, je ne l'allume même pas. Je ne suis même plus curieux, parce que je suis tellement dégoûté chaque fois que je la regarde. Tout n'est pas nul à la télévision, mais c'est de manière écrasante, c'est surtout du nul qu'on voit d'abord. Par contre, je suis vraiment très accro aux nouvelles narrations de la télévision, donc à la série télé, qui est pour moi un des genres en narration les plus intéressants. La bande dessinée aussi par exemple, mais donc ça c'est un sujet qui m'intéresse et donc je mange beaucoup de séries télé. Mais je reste un grand fan de cinéma avant tout et c'est pour moi le cinéma, c'est dans une salle, c'est pas à la télé, c'est pas à la maison. Au départ, Blockbuster, ça part d'un roman que j'avais écrit, qui n'était pas encore publié, et où il y a l'envie d'adapter ça pour la scène. Un des grands problèmes, c'est qu'en travaillant avec le collectif mensuel, ils sont trois. Trois pour interpréter tous les personnages, ça pose un premier problème de comment va-t-on trouver un langage dramatique, une manière de mettre en scène, sur la scène, mettre sur la scène, même pas encore mettre en scène, mais comment est-ce qu'on fait pour jouer à trois tous les rôles. Et puis assez vite, en discutant avec le théâtre de Liège, le directeur nous dit ce sera la grande salle. Et là on se dit 3 comédiens pour interpréter un roman dans la grande salle, ça ne va pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Et puis il y avait cette vieille idée qu'on avait depuis très longtemps, d'un jour prendre un film existant, et de changer la bande-son en direct, de changer tous les dialogues pour une soirée, pour s'amuser entre nous. Les deux idées se mettaient ensemble, on se dit est-ce qu'on ne peut pas fabriquer un film sans tourner les plans, en les volant dans d'autres films, et dans lequel voilà, les personnages ils sont joués par les comédiens qu'on va aller chercher, on va prendre Julia Roberts, on va prendre Brad Pitt, voilà, et on va faire les voix. Et donc à 3 on peut faire les voix de tout un film, enfin il y a moyen, il faut déjà tricher parce qu'il n'y a qu'une femme, 2 hommes, donc c'est parfois compliqué. Mais voilà comment arrive l'idée elle-même, et alors la musique, ça c'est par contre pour nous indissociable. Un spectacle de théâtre a une bande-son, et une bande-son qui n'a rien à voir avec une bande-son de cinéma évidemment, on est en direct. De la même manière qu'un comédien de théâtre ne joue pas avec les mêmes codes qu'un comédien de cinéma, de la même manière un musicien sur une scène ne joue pas avec les codes de la musique de cinéma. Évidemment, c'est une musique, du coup on est en live, du coup on est dans de la musique live automatiquement. Voilà, ça se met et puis c'est pas une idée, hein, c'est plein d'idées qui se mettent ensemble, c'est ça qui fait que la forme finisse par s'inventer un peu d'elle-même. Est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est une envie? C'est vraiment une question générale par rapport à ce que je fais moi dans la vie quand j'écris. J'ai notamment fait des performances d'écriture où j'écris un roman en 24 heures chrono, je l'ai fait plusieurs fois. C'est un défi incroyable, mais pour moi c'est une envie de relever le défi. En fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'auteur, en tant que créateur de manière générale, mon envie est passée. Mais une fois qu'on a fait un roman, j'ai publié mon premier roman, il n'était pas du tout comme un roman, donc les gens étaient tous frustrés en le lisant. Ils disaient c'est pas un roman, enfin qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai essayé de faire un vrai roman, mais une fois que je l'ai fait une fois, pourquoi j'en ferai un deuxième? Pourquoi refaire la même chose? Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je pense que la plupart des livres faits par des gens qui refont tout le temps les mêmes livres n'ont aucun intérêt. Et les pièces de théâtre qui sont faites par des gens qui réutilisent les mêmes formules n'ont pas d'intérêt. Pour qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un défi. On fait des métiers artistiques, ça veut dire que ça, pour moi, ça nécessite et l'envie et le défi. Si on a l'envie mais qu'il n'y a pas de défi, on répète des formules qu'on a déjà faites. Si c'est juste du défi mais qu'on n'a pas l'envie, mais alors là c'est le cauchemar, c'est l'horreur. Et s'il n'y a ni l'envie ni le défi, on est mort. Autant aller travailler dans une banque. La traduction, il faut savoir que dans le monde éditorial, c'est l'endroit où les auteurs sont le mieux payés, entre guillemets. Donc on est beaucoup mieux payé pour traduire le roman d'un autre que pour écrire un roman original. Tout simplement parce qu'il y a eu dans l'histoire de l'édition française, à un moment donné, une grève où les traducteurs ont dit on ne traduit plus si on n'obtient pas un tarif par page. Il faudrait que les auteurs fassent la même chose en disant voilà, si on amène un roman de 350 pages, on doit droit au minimum par page de autant. C'est l'avantage de faire un métier qui est correctement payé et où moi, ma partie dans le travail de traduction avec Axel de Moulin sur les romans ados, c'est vraiment réécrire. C'est écrire en français pour faire que ça fasse un bon roman dans la version française.
Et quand on nous a proposé de faire Star Wars, il y avait le gamin en moi qui disait mais non, c'est pas possible, on ne me propose pas ça. Et puis je savais même pas qu'il y avait des romans de la Guerre des Étoiles, enfin que cet univers-là existait aussi en livre. Je les avais jamais lus, j'ai pas lu les autres, il y en a des centaines. Mais bon, aujourd'hui on en a traduit une trentaine, je pense. Donc écrire des phrases dites par Yoda, surtout que dans les romans c'est pas les mêmes que dans le film, donc parce que les romans sont beaucoup plus vastes, il y a des tas de scènes qui n'ont jamais existé nulle part. C'est magique, hein, c'est magique. J'ai l'impression d'être un peu comme un montreur de marionnettes. Je pourrais jamais manipuler le vrai Yoda, ça je pourrais pas, mais le faire parler c'est déjà à moitié le manipuler. Je fais beaucoup de rencontres dans les écoles et pour moi le préalable est toujours le même. Je ne me présente absolument pas, ils ont lu un de mes livres quand j'arrive et je leur demande tout de suite de démarrer avec une première question et c'est eux qui choisissent par où ça va démarrer. Je me laisse simplement guider par les questions qui sont là. C'est aussi une manière pour moi d'avoir encore envie d'aller dans les classes. Je l'ai fait beaucoup, je le fais depuis plus de 20 ans. C'est que ce soit chaque fois différent. Donc je ne sais pas où je vais, mais je réponds aux questions telles qu'elles arrivent et parfois ça fait qu'on peut discuter pendant 1 heure de conditions sociales du métier d'écrivain ou des injustices dans le monde du livre, comme par d'autres moments on peut parler vraiment du contenu des livres ou de politique internationale. Mais c'est eux qui choisissent, c'est pas moi. Je dis toujours qu'on a une image erronée en pensant que les auteurs font des livres. Les auteurs ne font pas des livres, c'est les éditeurs qui font des livres. Donc moi, la seule partie que je peux maîtriser sur un livre, c'est le titre. Parce que aussi bien le format que l'illustration de couverture, que le résumé derrière, tout ça, c'est la décision de l'éditeur. Alors il peut m'en parler, mais si on n'est pas d'accord, c'est lui qui gagnera. Il y a juste le titre que je peux choisir. Et encore, légalement, par contrat, je lui cède le droit de le changer, ce qu'il ne fait jamais. Mais bon, donc pour moi, c'est important de maîtriser le titre. Et j'aime bien que les titres ressemblent à mes livres, que le livre rencontre les lecteurs qui vont leur convenir, c'est qu'ils fassent un espèce de tri. Les gens qui cherchent un livre comme tous les autres livres qu'ils ont lus, ils peuvent passer leur chemin, parce que j'espère que mes livres sont un peu bêtes et un peu sots, et donc que les gens qui seront attirés par ces titres-là, ils diront « Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh !» et on doit s'approcher. Et on doit prendre le livre en main, puis après c'est au texte de faire son travail. Moi je pense que les bons lecteurs en librairie, ils ouvrent les livres, vont lire le texte. Mais il faut qu'ils aillent jusque-là. Et pour ça, il y a plein de manières. Il y a une belle typo, il y a une belle couverture, mais ça, je ne peux pas maîtriser. Donc je prends juste un titre débile. Enfin, débile, pas toujours débile, mais un titre qui va accrocher. Si j'avais eu envie d'être un autre, ce serait un mélange de plusieurs. D'abord, je pense qu'on est tous uniques, tous. Aussi bien tous les lecteurs que tous les auteurs. Et donc, être un autre qui serait exactement le même qu'un autre, mais autant qu'il le fasse lui. Et j'adore Georges Perec, mais je suis content qu'il ait fait tout ce boulot-là à ma place et que je n'ai pas à le faire. Mais je suis content de lire ce qu'il a fait. Si je pouvais choisir le monstre idéal, oui, ce serait peut-être un mélange d'André Bayon, de Georges Perec et d'Alexandre Dumas. S'il y avait un auteur qui combinait les trois, je veux bien être celui-là, mais il n'existe pas. Donc, alors, dans la peinture, j'ai un problème narratif avec la peinture. Je suis très cérébral avec la peinture, donc le côté esthétique, le choc, etc. marche. Mais je ne suis pas un contemplatif. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la narration. Et donc la peinture est trop immobile et trop fixe pour moi. Donc j'ai des souvenirs d'éblouissement, mais qui ne marchent pas 20 fois. J'ai des souvenirs d'émotion dans des musées, beaucoup. Je vais avoir un souvenir nostalgique quand j'étais ado et que je venais à Bruxelles. Je reprenais le train à la gare centrale. Les musées royaux étaient gratuits et donc j'allais regarder les Magritte, j'allais regarder les quelques salles d'art moderne et contemporain pour attendre le train. C'est magnifique, hein, ça. Et j'aimais pas Delvaux, pourtant. Sans doute que d'autres gens doivent avoir ça avec les églises. Quand ils sont dans une ville, pour se reposer, ils vont dans les églises. Mais moi, c'était aller ici au musée. Et c'est tellement triste que ce soit devenu payant. Et que voilà, on ne peut pas aller se chauffer dans le musée. Parce qu'en se chauffant dans le musée, on voit les tableaux. À la Foire du Livre, moi, c'est une histoire personnelle longue, parce que c'est ici que pour la première fois que j'ai écrit un roman en 24 heures chrono. C'était en 2010, ici, à la Foire du Livre. Quand j'étais un grand lecteur, quand j'étais ado, pour moi, ça n'avait aucun sens, la Foire du Livre. Je savais que ça avait lieu au Ezel à l'époque, et j'y suis allé une fois pour voir ce que c'était. Et puis je me suis dit, mais quel cauchemar, quoi. Plein de gens, on dirait une piscine, mais les gens ne nagent pas, c'est bruyant, c'est atroce. Parce que je connaissais personne, je connaissais pas les auteurs, moi je lisais beaucoup, mais les livres c'était du papier imprimé, quoi. Ce n'était pas des gens. Ça a tellement changé. Maintenant, quand je suis dans la Foire du Livre, c'est que des gens que je connais, que je reconnais, que j'ai un plaisir de revoir. Et là, aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire des visites de la foire, de faire visiter la foire à des classes d'Anderlecht que j'avais rencontrées avant. On avait discuté et puis je leur ai fait une visite guidée de la foire et de voir la foire avec leurs yeux à eux,
qui sont des élèves dans des situations sociales très défavorisées. Donc c'est des gens qui ne sont jamais allés dans une librairie, qui sortent très rarement même de leur quartier, rien que traverser Bruxelles pour venir ici, comprendre ce que c'est Tour et Taxi, le lieu, ce que c'est, quel sens ça a, tout ça, et puis la manière dont ils regardent les livres, dont ils écoutent une lecture en arabe, un poème en flamand, une émission de radio. Tout ça, j'ai passé une journée extraordinaire à regarder ça avec leurs yeux, avec leurs questions, et magique.